Il faut un des moments dans la vie où un seul mot peut détruire tout ce que tu croyais savoir sur toi-même. Pour Antoine Bordeaux, ce mot fut « papa », prononcé des lèvres innocentes d'un enfant qu'il n'avait jamais vu auparavant. Imagine être le propriétaire d'un empire de pastis, vivre dans un manoir qui semble tout droit sorti d'un magazine, posséder tout l'argent du monde, et soudain découvrir que ta vie parfaite est un mensonge construit sur des secrets enfouis. Imagine que cet enfant de 5 ans qui te regarde avec des yeux identiques aux tiens soit la clé qui ouvre une boîte de Pandore pleine de trahison, de vengeance et d'un amour que tu croyais oublié. Celle-ci est l'histoire d'un homme qui avait tout et n'avait rien, d'une femme qui a gardé le secret le plus douloureux pendant des années, d'un enfant innocent devenu le centre d'une guerre sans merci et d'une épouse capable de tout pour protéger son monde de luxe et d'apparence. Pourquoi, quand le passé revient te réclamer tes dettes, tu découvres que le prix de la vérité peut être plus élevé que tu ne l'aurais jamais imaginé, et que parfois, tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Mais attention, car cette histoire recèle des secrets dans les secrets, et juste au moment où tu crois connaître toute la vérité, une révélation apparaîtra pour tout changer une fois de plus. Antoine Bordeaux descendit de la Sophie, le veston froissé et la cravate dénouée. La réunion aux distilleries de pastis avait pris fin plus tôt que prévu, et pour la première fois en des mois, il retournait à son manoir des collines de Lyon, sans prévenir personne. Le portail électrique s'ouvrit lentement, révélant les jardins parfaitement entretenus qui entouraient la maison de style colonial. Des bougainvilliers mauves grimpaient sur les murs blancs, et le parfum des orangers emplissait l'air tiède de l'après-midi lyonnaise. Il marcha le long du couloir en pierre rose, le téléphone collé à l'oreille, discutant des chiffres d'exportation, quand il entendit une petite voix depuis la cour intérieure. « Déjà fini de jouer avec tes voitures, mon chéri ?» Antoine fronça les sourcils. Isabelle n'était pas à la maison, et le personnel de ménage devait déjà être parti. Il se dirigea vers la fontaine en faïence où ils avaient l'habitude de se reposer l'après-midi. En tournant le coin, il s'arrêta net. Un enfant d'environ 5 ans était assis par terre, jouant avec des petites voitures en plastique près de la fontaine. Il avait les cheveux noirs et bouclés, la peau mate claire, et portait un t-shirt de l'Olympique lyonnais et des baskets usées qui ne venaient clairement pas d'une boutique des escaliers. Le petit leva les yeux en sentant sa présence. Ses grands yeux sombres se fixèrent sur Antoine, avec une familiarité qui le déconcerta. « Papa, pourquoi tu as mis si longtemps ?» demanda l'enfant, avec la naturelle de celui qui attend une réponse. Antoine sentit l'air lui manquer. Le téléphone lui glissa des mains et tomba sur les mosaïques avec un bruit sec. « Quoi tu as dit ?» L'enfant sourit, ce sourire qu'Antoine avait vu 1000 fois dans le miroir quand il était petit. Le même sourire qui apparaissait sur les photos de famille du domaine d'Amatitlan. « Je t'attendais, papa. Maman a dit que tu allais arriver. » Avant qu'Antoine ne puisse assimiler ce qui se passait, il entendit des pas précipités venant de la cuisine. Une femme apparut en courant, les cheveux attachés en queue de cheval et un tablier plein de farine. « Charles !» cria Carmen, arrivant hors d'haleine. Ses joues étaient rouges et ses yeux reflétaient une panique pure. « Qu'est-ce que tu as dit à monsieur ?» Carmen prit Charles par la main avec une force qui fit que l'enfant la regarda confus. Ses yeux évitaient ceux d'Antoine tandis qu'il murmurait des excuses nerveuses. « Pardon, monsieur Antoine, je ne savais pas que vous étiez arrivé. Charles, allons en cuisine. »« Non !» La voix d'Antoine sortit plus fort qu'il ne l'avait prévu. « Carmen, nous devons parler. » L'enfant regarda les deux adultes, sentant la tension qui s'était emparée de l'atmosphère. Carmen serra les dents. « Il n'y a rien à dire, monsieur. Charles est imaginatif. Il regarde la télévision et confond les hommes plus âgés. »« Imaginatif ?» Antoine fit un pas de plus près. « Carmen, regarde-moi dans les yeux et répète ça. » Elle leva enfin les yeux. Dans ses pupilles, il y avait de la peur, de la culpabilité, et quelque chose qui ressemblait à une supplication. « Charles, va regarder les dessins animés dans la salle de service, » dit-elle à l'enfant d'une voix tremblante. « Mais maman, je veux rester avec papa. »« Maintenant, Charles !» Le petit s'éloigna, la tête baissée, ses baskets grinçant sur les carreaux.
Quand il disparut dans le couloir, Antoine se planta devant Carmen. « Tu mens, Carmen. Cette enfant à mes yeux, ma cicatrice. » Antoine toucha la petite marque au-dessus de son sourcil gauche. « Même ma façon de sourire. » Les larmes commencèrent à couler des yeux de Carmen. Elle porta ses mains tremblantes à son tablier. « Ne dis pas ça, s'il te plaît. Combien d'années a-t-il ? 5. 5 ans ?» Antoine fit rapidement des calculs mentaux. « Carmen, il y a 5 ans et demi, toi et moi. Ce fut une nuit, Antoine. Une seule nuit à la foire de Clermont-Ferrand. » Les mots sortirent entre les sanglots. « Tu avais disputé avec Isabelle, tu es arrivé ivre à la maison. Moi aussi, j'avais bu du vin chaud avec les filles du marché de Saint-Germain-des-Prés. » Antoine se souvint de cette nuit comme si c'était hier. La dispute avec Isabelle au sujet d'avoir des enfants. Son échappée au bar, les célébrités. Le retour titubant à la maison où Carmen l'avait attendu avec du café et des aspirines. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Carmen s'essuya les larmes avec sa manche. « Parce que je savais que cela arriverait, que tout se compliquerait. Qu'Isabelle... » Sa voix se brisa. « Mais il y a quelque chose d'autre que tu ne sais pas, Antoine. Quelque chose qui me fait terriblement peur de te le raconter. » Pendant les jours suivants, Antoine ne put se débarrasser de l'image de Charles de sa tête. Ses yeux, ce sourire, même la façon dont il fronçait les sourcils lorsqu'il se concentrait en jouant. Tout lui rappelait lui-même quand il était enfant sur les photos du domaine familial. Discrètement, il contacta le docteur Ramirez, un vieil ami de l'université qui dirigeait maintenant le laboratoire de génétique le plus prestigieux de Lyon. « J'ai besoin d'un test de paternité, Ramirez. Confidentiel et urgent. Des problèmes familiaux, mon ami ? Quelque chose comme ça. » Cet après-midi-là, pendant que Carmen nettoyait le garde-manger, Antoine réussit à prendre un verre que Charles avait utilisé pour son jus de grenadine. Avec des mains tremblantes, il mit le verre dans un sac scellé. Isabelle avait remarqué son comportement étrange. Elle le voyait distrait pendant les dîners, absent des conversations sur les nouveaux contrats d'exportation vers les États-Unis. « Que t'arrive-t-il ces derniers temps, Antoine ? Tu sembles un zombie. Le travail, mon amour, les chiffres de la distillerie ne concordent pas. » Mais Isabelle avait un 6e sens pour les mensonges. Cette nuit-là, pendant qu'Antoine dormait, elle vérifia son téléphone portable. Elle trouva des appels répétés au laboratoire et des messages étranges avec son comptable. Le lendemain, depuis son bureau avec vue sur le temple expiatoire, Isabelle composa un numéro privé. « Je veux que tu enquêtes sur tout concernant cette femme et son fils », dit-elle au détective qu'elle avait déjà utilisé pour enquêter sur des associés déloyaux. « Elle s'appelle Carmen, elle travaille chez moi. Elle a un enfant d'environ 5 ans. Que voulez-vous savoir précisément, Madame Bordeaux? Son passé, ses relations, tout. Et je veux que tu le fasses sans que mon mari ne s'en aperçoive. » Pendant ce temps, Carmen vivait dans un état d'anxiété constant. Elle savait qu'Antoine ne resterait pas tranquille. Cet après-midi-là, lorsqu'il rentra tôt du travail, il la trouva dans le jardin en train de pendre le linge. « Carmen, qui d'autre était avec toi à cette époque ?» Elle laissa tomber une chemise par terre. « Pourquoi tu demandes ça ? » « Parce que j'ai besoin de connaître toute la vérité. » Les yeux de Carmen se remplirent de panique. À ce moment-là, le téléphone d'Antoine sonna. « Monsieur Bordeaux, vous devez venir urgentement. Il y a quelque chose d'étrange dans les résultats. » Antoine arriva au laboratoire, le cœur battant comme un tambour de musicien. Le docteur Ramirez l'accueillit avec une expression indéchiffrable, un mélange de surprise et d'inquiétude. « Asseyez-vous, Antoine. Ceci va vous sembler très étrange. Dites-moi simplement s'il est mon fils. » Ramirez ouvrit le dossier sur son bureau en verre. « Techniquement, oui, à 99,99% père biologique selon les marqueurs génétiques standards. Mais il y a aussi des correspondances avec une autre profil génétique. » Antoine fronça les sourcils. « Que signifie cela ? » « Que cet enfant partage du matériel génétique avec vous, mais présente aussi des schémas suggérant qu'un autre homme a été impliqué dans la conception, ou que certains de vos proches pourraient aussi être candidats. C'est impossible. Antoine, la mère de l'enfant a-t-elle été avec quelqu'un d'autre pendant cette période? Quelqu'un qui pourrait être un parent? » Le monde d'Antoine vacilla.
Il quitta le laboratoire, conduisant machinalement le long de l'avenue de la République jusqu'à sa maison. Il trouva Carmen préparant des quesadillas aux fleurs de courgettes dans la cuisine. « Carmen, nous devons parler, maintenant. » Elle se retourna, vit son visage et comprit que tout était fini. « Les résultats sont arrivés, n'est-ce pas? »« Oui, mais quelque chose ne colle pas. Avec qui d'autre es-tu sorti pendant ces mois-là » Carmen s'appuya contre la cuisinière en faïence, les jambes tremblantes. « Antoine, dis-moi la vérité. Avec Romain, mon ex-petit ami, Romain Duval. »« Qui est Romain ?»« Un musicien du groupe de musiciens de la place des musiciens. On a rompu juste avant nous. » Antoine sentit un coup de poing dans l'estomac. « Alors tu ne sais pas qui est le vrai père ?» Carmen se mit à pleurer. « Je pensais que c'était toi. Charles te ressemble tellement. Mais Romain, » sa voix se brisa. « Romain a aussi les yeux foncés et cette cicatrice au sourcil. » À ce moment-là, Charles apparut à la porte de la cuisine, portant son t-shirt de l'équipe de foot et les yeux remplis de confusion. « Maman, alors qui est mon vrai papa ?» Isabelle avait écouté depuis le couloir. Chaque mot de la conversation entre Antoine et Carmen lui transperçait le cœur comme des poignards empoisonnés. Son monde parfaitement construit s'effondrait sous ses yeux. Elle retourna furtivement dans sa chambre et ferma la porte à clé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait un numéro sur son téléphone privé. « Romain Duval, c'est Isabelle Bordeaux. »« Madame, je ne comprends pas. Comment avez-vous eu mon numéro ? J'ai mes ressources. Écoutez bien, Romain, vous voulez gagner 200 000 €? J'ai une proposition qui va vous intéresser. » La voix du musicien changea immédiatement. « Je suis tout oui, madame. Cet enfant, Charles, il compte beaucoup pour vous. Eh bien, c'est mon fils. Du moins, je crois. Carmen m'a laissé sans explication il y a des années. » Isabelle sourit froidement. Son plan commençait à se former avec une précision chirurgicale. « Je vais vous aider à récupérer votre fils, mais vous devrez faire exactement ce que je vous dirai. » 2 jours plus tard, Isabelle rencontra Romain au bar de l'hôtel de Villegans, dans le bois de Boulogne. Il portait sa meilleure guayabera blanche et son pantalon de charreau noir, clairement nerveux dans cet environnement luxueux. « Que dois-je faire, madame ?» Isabelle glissa une grosse enveloppe sur la table en verre. « D'abord, vous allez réclamer légalement la paternité de l'enfant. J'ai des avocats qui vont s'occuper des papiers. Et après, ensuite, nous allons faire passer Antoine pour un menteur obsédé, faire passer Carmen pour une profiteur. Et vous, pour le père responsable qui revient réclamer son fils. » Romain compta les billets de l'enveloppe. « Et pourquoi m'aidez-vous » Les yeux d'Isabelle durcirent comme de l'obsidienne. « Parce qu'Antoine croit pouvoir changer sa vie parfaite pour une fantaisie romantique, parce qu'il pense pouvoir m'humilier publiquement. Mais il se trompe. » Elle se pencha en avant, sa voix devenant un murmure venimeux. « L'enfant sera à moi. Si je ne peux pas avoir d'enfant, je prendrai celui d'Antoine. Quand tout sera terminé, tu disparaîtras avec ton argent, Carmen sera détruite, et Antoine apprendra qu'avec moi, on ne joue pas. » Romain avala sa salive, commençant à comprendre l'ampleur du plan. « Et si Antoine découvre que nous travaillons ensemble ?» Isabelle leva sa coupe de pastis et trinqua avec un sourire glacial. « Il ne le fera pas avant qu'il ne soit trop tard. » La tempête médiatique éclate un mardi matin. Antoine se réveille avec son téléphone qui vibre sans arrêt. Des messages, des appels manqués, des notifications de réseaux sociaux qui ne cessent de sonner. Il ouvre Twitter et sent le monde s'effondrer sur lui. Le trending topic numéro 1 en France est « Hugger feels secret ». Sa photo apparaît partout, à côté de celle de Charles et de Carmen. Millionnaire du pastis a un fils secret avec une femme de ménage. Scandale à Lyon, Antoine Bordeaux abandonne sa famille. Isabelle descend déjeuner parfaitement apprêtée, comme si c'était un jour normal. Je vois que tu es devenu célèbre, mon chéri. C'est toi qui as filtré ça. Je n'ai rien filtré. J'ai juste dit à mon ami journaliste que j'étais inquiète pour toi. Que dernièrement, tu agissais très étrangement. À ce moment-là, la télévision de la cuisine montre Romain devant les caméras de télévision Lyon. Il porte son complet de costume et tient des documents dans ses mains. Ce garçon est légalement le mien. J'ai des documents qui le prouvent.
déclare Romain d'une voix ferme. Carmen Duval et moi avons eu une relation sérieuse. Je suis le père qui figure sur l'acte de naissance. Antoine se lève brusquement, renversant son café sur la table en onyx. C'est un mensonge. Ah oui? Isabelle montre son téléphone. Regarde les photos qui viennent de sortir dans Le Monde. À l'écran apparaissent des photos de Romain avec Carmen à la foire de Saint-Denis d'Orléans, clairement enceinte, se tenant par la main. Des photos qui semblent authentiques, mais qu'Antoine sait avoir été manipulé. Son téléphone sonne. C'est son avocat. Antoine, tu as besoin d'un représentant immédiatement. Romain Duval vient de déposer une demande de garde et de diffamation. Diffamation? Il dit que tu as harcelé sa famille et réclamé la paternité d'un enfant qui n'est pas le tien. Antoine raccroche et court vers sa voiture. Il doit rejoindre Carmen avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand il arrive au modeste appartement du quartier Révolution où vit Carmen, la porte est ouverte. Les voisins chuchotent dehors. Son téléphone vibre. Carmen. « Antoine, je ne trouve pas Charles. Romain l'a emmené. » Antoine arrive à l'appartement de Carmen, trouvant les portes ouvertes et des traces de lutte. Des chaises renversées, les jouets de Charles éparpillés sur le sol en mosaïque. Carmen est assise par terre, serrant un petit t-shirt de l'équipe de football. « Il l'a emmené il y a 2 heures, sanglote-t-elle. Il est arrivé avec d'autres hommes. Ils ont dit qu'ils avaient une ordonnance du juge. » Antoine l'aide à se relever, ses mains tremblant de rage. A-t-il laissé une piste? A-t-il dit quelque chose? Juste qu'ils allaient dans un endroit sûr, loin d'ici. Le téléphone d'Antoine sonne. Numéro inconnu. « Papa ?» La petite voix de Charles sonne terrorisée. « Papa, aide-moi. Je suis dans une maison avec des volcans. Charles, où es-tu, mon fils ?» L'appel est brusquement interrompu. Antoine appelle immédiatement son contact à la police. « Commandant Dubois, j'ai besoin de votre aide. Ils ont enlevé mon fils. » Pendant les 6 heures suivantes, Antoine mobilise tous ses contacts. Des hommes d'affaires aux politiciens, tous les faveurs accumulées pendant des années, il les encaisse cette nuit-là. Les recherches s'étendent à toute l'Auvergne-Rhône-Alpes et aux régions voisines. Carmen ne le quitte pas, accrochée à l'espoir qu'ils retrouveront Charles sain et sauf. À 2 heures du matin, ils reçoivent le premier indice concret. Un employé d'une station-service à Chartres a vu un homme au chapeau, accompagné d'un jeune garçon, acheter des Coca-Cola et des biscuits. Le garçon pleurait doucement, rapporte le témoin. L'homme disait que c'était son papa, mais l'enfant n'arrêtait pas de demander sa maman. Antoine et Carmen sont partis immédiatement pour Chartres. Sur le chemin, ils se sont arrêtés dans chaque village, demandant des nouvelles de Romain et Charles. À Chartres, un vieil artisan leur a indiqué les cabanes sur les pentes du Chartrain. J'ai vu un homme avec un enfant monter vers les vieilles cabanes. Mais j'ai aussi vu une femme élégante arriver après dans une grosse voiture. Le cœur d'Antoine s'est arrêté. Une femme élégante? Oui, patron, très apprêtée. Cheveux blonds, lunettes noires, comme quelqu'un de riche. Quand enfin ils ont trouvé la cabane cachée parmi les pins et les sapins, Antoine a vu la Sophie d'Isabelle garée dehors. Tout commençait à avoir un sens. Son téléphone a vibré. Un message. « Si tu veux revoir ton fils vivant, Antoine, viens seul, sans police, sans Carmen. » Antoine a marché lentement vers la cabane en bois, tandis que Carmen attendait cachée parmi les arbres. La porte s'est ouverte avant même qu'il puisse frapper. Isabelle est apparue parfaitement maquillée, mais avec un pistolet à la main. Derrière elle, Romain tenait Charles, qui avait les yeux rouges de tant pleurer. « Papa !» a crié l'enfant en le voyant. « Silence !» a ordonné Isabelle d'une voix glaciale. « Antoine, quel plaisir de te voir à cette réunion de famille. »« Isabelle, lâche l'enfant. Le problème est entre nous. » Elle a souri cruellement. « Le problème ? Le problème, c'est que tu as détruit ma vie parfaite pour cette fantaisie. Ma réputation, ma position sociale, tout pour un bâtard. C'est mon fils. C'était ton fils. Maintenant, il est à moi. » Antoine a remarqué que Romain semblait mal à l'aise, transpirant malgré le froid de la montagne. « Romain, tu n'as pas besoin de faire ça. Elle t'utilise. »« Taisez-vous, » a murmuré Isabelle. « Romain sait ce qui lui convient. » Mais Antoine a vu quelque chose dans les yeux du musicien. Un doute, un repentir.
Combien t'a-t-elle payé, Romain? Cela vaut-il la peine de blesser un enfant innocent? Isabelle a levé le pistolet vers Antoine. Choisis, Antoine, elle ou l'enfant. Seul l'un d'entre eux peut repartir vivant. À cet instant, Romain a lâché Charles soudainement. Non, ceci est devenu hors de contrôle, Isabelle. L'enfant n'y est pour rien. Traître! Isabelle a tourné le pistolet vers Romain. Charles a couru vers Antoine, qui l'a serré fort contre lui, le protégeant de son corps. Romain a profité de la distraction pour sauter sur Isabelle. Le pistolet a tiré en l'air. Isabelle est tombée au sol, hurlant comme une bête en cage. « Tu as tout gâché, tout !» À ce moment-là, des sirènes de police ont commencé à retentir au loin. Carmen avait appelé les renforts en entendant le coup de feu. Les agents sont entrés, gilets pare-balles et armes dégainées. « Mains en l'air !» Isabelle, les cheveux ébouriffés et le maquillage coulant, a été menottée tandis qu'elle criait des incohérences sur sa vie détruite. « Madame Isabelle Bordeaux, a déclaré le commandant Dubois, vous êtes arrêtée pour enlèvement et extorsion. » Antoine a serré Charles dans ses bras tandis que Carmen arrivait en courant. Pour la première fois depuis des jours, l'enfant a souri. « Papa, on rentre à la maison maintenant ?»« Oui, mon fils. On rentre à la maison. » 2 mois plus tard, la vie avait pris un tournant complètement différent. Antoine a vendu les distilleries, le manoir et tous les luxes qu'il avait autrefois cru importants. Avec l'argent, il a acheté un petit café dans le quartier de Montmartre avec des tables en bois usées et des murs peints de couleurs vives. Café Monsieur Antoine est devenu le point de rencontre des musiciens, des étudiants de l'université et des familles du quartier. Carmen préparait du café dans des casseroles en terre cuite et des quesadillas au fromage de comté qui sont devenus célèbres dans toute la région. Antoine ne portait plus de costumes italiens. Il portait maintenant des chemises en coton, des jeans et des sandales confortables. Ses cheveux avaient un peu poussé et une légère barbe lui donnait un aspect plus détendu. Charles allait à l'école publique du quartier, où il s'était rapidement fait des amis. Ses maîtresses disaient qu'il était un enfant brillant et affectueux, même s'il faisait parfois des cauchemars sur le méchant monsieur qui voulait l'emporter. Un après-midi, pendant qu'Antoine nettoyait les tables après le déjeuner, Charles s'approcha, le visage inquiet. « Papa, pourquoi maman est triste quand elle croit qu'on ne la voit pas ?» Antoine se retourna vers la cuisine, où Carmen préparait de la limonade. C'était vrai. Depuis l'enlèvement, elle souriait le jour, mais Antoine l'avait vu pleurer en silence la nuit. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour guérir, mon fils. Comme quand je me suis blessé au genou et que ça a mis du temps à cicatriser. Exactement. Mais le cœur, parfois, ça prend plus de temps. Carmen avait développé des attaques de panique silencieuses. Elle ne voulait plus sortir seule, vérifiait obsessionnellement les serrures des portes et sursautait à chaque bruit inattendu. Antoine l'avait emmenée chez une psychologue, mais elle insistait sur le fait qu'elle allait bien. Cet après-midi-là, alors qu'il s'apprêtait à fermer, une femme élégante d'une 60aine d'années entra dans le café. Elle portait un châle de Saint-Michel et portait un vieux sac en cuir. « Excusez-moi, est-ce que Carmen Duval travaille ici ?» Antoine fronça les sourcils. « Oui, qui la cherche ?» La femme le regarda fixement, comme pour étudier ses traits. « Je suis Esmeralda Dubois. Je viens de Lyon. Je cherche Carmen. J'apporte des nouvelles de son autre fils. » Carmen laissa tomber la carafe d'eau de grenadine qu'elle était en train de laver. Le verre se brisa en 1000 morceaux sur le sol, en ciment poli, mais elle ne bougea pas. Antoine sentit l'air s'épaissir autour d'eux. Charles regardait les adultes, confus. « Quel autre fils ?» demanda Antoine d'une voix rauque. Esmeralda s'assit lentement sur l'une des chaises en bois. Le fils que Carmen a donné en adoption, il y a 19 ans. Mon fils. Enfin, mon fils adoptif. Carmen s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. Non, ce n'est pas possible. J'ai signé des papiers. On m'a dit que jamais. Les papiers disaient que tu ne pouvais pas le chercher. Mais lui, il peut te chercher toi. Esmeralda sortit un iPad de son sac et leur montra une chaîne YouTube avec plus de 2 millions d'abonnés. Histoire perdue de France, s'appelait-elle,
et le présentateur était un jeune homme de 19 ans avec les mêmes yeux sombres qu'Antoine et le sourire de Carmen. Il s'appelle Alexandre Dubois. Pendant les 6 derniers mois, il a enquêté sur ses origines. Quand le scandale est sorti dans les journaux, il s'est rendu compte que vous pouviez être ses parents biologiques. Antoine s'approcha de l'écran. La ressemblance était indéniable. Alexandre avait sa mâchoire carrée et la forme des mains de Carmen. « Il est célèbre », murmura Carmen, les yeux remplis de larmes. « Mon fils est célèbre, et je ne le savais même pas. »« Plus que célèbre », expliqua Esmeralda. « C'est un influenceur. Il étudie l'histoire à l'université de Lyon, et il a aidé à réunir plus de 50 familles séparées. Pourquoi n'est-il pas venu lui-même » demanda Antoine. « Parce qu'il avait peur d'être rejeté. Il voulait être sûr que vous vouliez le connaître. » À ce moment-là, le téléphone d'Antoine se mit à sonner. Numéro inconnu. Antoine répondit les mains tremblantes. « Antoine Bordeaux ? Oui. Papa ? Je suis Alexandre, ton fils perdu. On peut se rencontrer ?» Carmen s'évanouit dans les bras d'Antoine, qui pouvait à peine parler d'émotion. « Oui, mon fils. On t'attendait toute notre vie.